Attention, cette vidéo va traiter d'un sujet très sensible, l'avortement tardif ou forcé, ainsi que le meurtre de nouveau-nés. Si vous ne vous sentez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Le 18 février 2010, le FBI se rend dans les locaux de la Women's Medical Society, située sur Lancaster Avenue, à l'ouest de Philadelphie, dans le cadre d'une enquête sur la vente illégale de médicaments sur ordonnance. En entrant dans la clinique, les agents fédéraux n'ont aucune idée de l'horreur qui les attend à l'intérieur. Des femmes à demi conscientes et sous l'effet de puissants sédatifs gisent sur des fauteuils inclinables sales et des couvertures tachées de sang, gémissant de douleur. Le sol est recouvert d'un mélange de sang et d'excréments de chats, ces derniers provenant d'animaux infectés de puces qui errent en liberté dans l'espace où les femmes subissent des interventions médicales. Mais le pire reste à venir. Le pire, c'est ce qui se trouve à l'abri des regards, dissimulé dans les recoins du cabinet et au sous-sol. À l'intérieur de réfrigérateurs, ils retrouvent des bocaux remplis de pieds de bébés coupés. À la fin de la perquisition, les autorités ont trouvé 47 fœtus avortés et nourrissons conservés dans des sacs en plastique, dont un nourrisson en fin de grossesse congelé dans une bouteille d'eau. Au cours des 4 décennies précédentes, le Dr Gosnell a dirigé sa clinique, si on peut vraiment appeler ça comme ça, dans un quartier défavorisé de l'ouest de Philadelphie. C'est un endroit où les femmes pauvres, migrantes, issues de minorités ethniques et vulnérables, pouvaient payer en espèces pour subir des avortements tardifs, bien après la limite légale de 24 semaines en Pennsylvanie. Un endroit pour les femmes qui, en raison de leur pauvreté, du manque de soins de santé et d'autres facteurs liés à l'inégalité, n'avaient finalement nulle part ailleurs où aller. Ou pour les femmes et les jeunes filles qui se sont vues retirer leur droit de choisir sans aucune explication. Dans de nombreux cas, il ne s'agit même pas d'une clinique d'avortement, mais plutôt d'une clinique d'infanticide où les bébés sont mis au monde à terme, puis assassinés. Si l'avortement forcé d'une jeune femme de 19 ans nommée Robin était conforme au délai légal en vigueur dans l'État de Pennsylvanie, d'innombrables autres femmes ont subi cette intervention à la clinique du Dr Gosnell au 7e, 8e et même 9e mois de grossesse. Ces bébés sont nés vivants à terme, respirant et bougeant. C'est alors que le Dr Gosnell, et parfois des collègues qui n'avaient aucune formation médicale, a procédé à ce qu'il appelait l'euthanasie fœtale, au moyen d'une procédure qu'il nommait snipping. Cette procédure consistait à enfoncer une paire de ciseaux dans la nuque du nouveau-né et à sectionner la moelle épinière, séparant ainsi le cerveau du corps. Autrement dit, c'était un meurtre. Comme l'indique le rapport du grand jury de 2011 enquêtant sur les agissements du Dr Gosnell, je cite, « Cette affaire concerne un médecin qui a tué des bébés et mis des femmes en danger. Il a régulièrement et illégalement mis au monde des bébés viables au 3e trimestre de grossesse, puis assassiné ses nouveau-nés en sectionnant leur moelle épinière avec des ciseaux. » La pratique médicale par laquelle il menait cette activité était une fraude répugnante dans laquelle il administrait des doses excessives de médicaments dangereux à ses patientes, leur transmettant des maladies vénériennes avec des instruments infectés, perforait leur utérus et leur intestin et, à au moins 2 reprises, causait leur mort. Et pendant des années, le Dr Gosnell a pu agir en toute impunité. La plupart de ces actes ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires, car le Dr Gosnell a détruit les dossiers. Il est donc impossible de savoir exactement combien de bébés ou de femmes sont morts entre les mains du Dr Gosnell. Parmi les rares cas qui ont pu être documentés de manière spécifique, il y a celui du petit garçon A, comme il est appelé dans le rapport du grand jury et lors du procès. Il pesait environ 2,7 kg lorsque le Dr Gosnell a provoqué l'accouchement de sa mère, âgée de 17 ans, à 30 semaines de grossesse. Il est né en respirant et en bougeant. Le Dr Gosnell a sectionné la colonne vertébrale du bébé et l'a jeté dans une boîte à chaussures, plaisantant en disant que le bébé était si grand qu'il pouvait, je cite, l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Le bébé B était au moins à la 28e semaine de grossesse lorsqu'elle a été mise au monde et son corps a été placé dans une bouteille d'eau de source de 5 litres et congelé. Le bébé C a vécu et respiré pendant environ 20 minutes avant qu'un employé du docteur ne lui coupe le cou. Le bébé D est né dans les toilettes et bougeait encore lorsqu'il a été tué. Et ce n'étaient même pas les cas les plus graves. Le Dr Gosnell ne faisait guère d'efforts pour dissimuler ses pratiques illégales en matière d'avortement. Mais il y avait certains cas qu'il craignait lui-même de pratiquer devant d'autres personnes.
Ces avortements étaient programmés le dimanche, jour de fermeture de la clinique, en l'absence de tous les autres employés réguliers. Une seule personne était autorisée à assister à ces cas particuliers, la femme de Gosnell, Pearl. Les dossiers de ces patientes n'étaient pas conservés au cabinet. Le docteur les emportait chez lui et s'en débarrassait. On sait également qu'au moins 2 femmes sont décédées. La première, Semika Shaw, est morte d'une septicémie en 2002 après que le docteur Gosnell ait bâclé l'avortement et perforé son utérus. Elle avait 22 ans. La deuxième victime était Karna Maya Mongar, une réfugiée bhoutanaise de 41 ans qui venait d'arriver aux États-Unis. Elle s'était rendue à la clinique pour avorter en 2009. On lui a administré une dose non enregistrée de Demarol, un sédatif dangereux mais bon marché. Lorsqu'elle a cessé de respirer, il n'y avait pas de défibrillateur en état de marche pour tenter de relancer son cœur. Au lieu d'appeler immédiatement le 911 et de pratiquer les gestes qui sauvent sur Karna Maya, le personnel de la clinique a branché les appareils et réarrangé son corps pour faire croire qu'ils étaient en train de pratiquer un avortement de routine en toute sécurité. Même alors, il y avait peut-être encore un mince espoir de réanimer Madame Mongar. Les ambulanciers ont réussi à obtenir un faible pouls. Mais en raison des couloirs encombrés et de la porte d'urgence cadenassée, il leur a fallu plus de 20 minutes rien que pour trouver un moyen de la faire sortir du bâtiment. Les médecins de l'hôpital ont réussi à maintenir son cœur en activité, mais ils ne savaient pas ce qu'ils essayaient de traiter, car le docteur Gosnell et son personnel avaient menti sur la quantité d'anesthésiants administrés. À ce stade, il n'y avait plus aucun moyen de rétablir l'activité neurologique. Le lendemain, les appareils de réanimation ont été débranchés. Karna Maya Mongar a été déclarée morte. Le docteur Gosnell ne se contentait donc pas de tuer des bébés, il représentait également une menace mortelle pour les mères. Tous les avortements ne pouvaient pas être pratiqués par déclenchement du travail et accouchement. Dans ces cas-là, il tentait d'extraire lui-même le fœtus. Les conséquences étaient souvent catastrophiques, ce qui n'empêchait pas le médecin d'essayer de les dissimuler. Une femme, par exemple, est restée allongée pendant des heures après qu'il lui ait déchiré le col de l'utérus et le côlon en essayant sans succès d'extraire le fœtus. Les proches venus la chercher se sont vus refuser l'entrée dans le bâtiment, ils ont dû menacer d'appeler la police. Ils l'ont finalement trouvée à l'intérieur, en sang et incohérente, et l'ont transportée à l'hôpital où les médecins ont dû lui retirer près de 15 cm d'intestin. Une autre fois, il a simplement renvoyé une patiente chez elle, après avoir fait attendre sa mère pendant des heures, sans leur dire qu'elle avait encore des parties du fœtus à l'intérieur de son corps. Le docteur Gosnell a insisté sur le fait qu'elle allait bien, même après l'apparition de signes d'infection graves au cours des jours suivants. Lorsque sa mère l'a amenée aux urgences, elle était inconsciente et à l'article de la mort. Et il y a bien d'autres cas encore. Mais qui est Kermit Baron Gosnell ? Il est né le 9 février 1941 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Élève brillant, il a obtenu son diplôme de la prestigieuse Central High School en 1959, puis a brièvement fréquenté l'université de Pennsylvanie. Après avoir obtenu une licence au Dickinson College, Kermit a suivi des études de médecine à l'université Thomas Jefferson. Le docteur Gosnell était l'un des premiers défenseurs du droit à l'avortement. En 1972, il déclarait au magazine L'Enquêteur : « En tant que médecin, je suis très attaché au caractère sacré de la vie. Mais c'est précisément pour cette raison que je pratique des avortements pour les femmes qui le souhaitent et qui en ont besoin. » Pourtant, le docteur Gosnell a suscité la controverse dès le début de sa carrière. Lors d'un événement plus tard baptisé le massacre de la Fête des Mères de 1972, il a proposé de pratiquer des avortements sur 15 femmes pauvres qui avaient été transportées en bus depuis Chicago jusqu'à sa clinique le jour de la Fête des Mères de 1972, alors qu'elles étaient dans leur 2e trimestre de grossesse. À l'insu des femmes, il prévoyait d'utiliser un dispositif expérimental appelé Supercoil, ou Super Spirale en français, mis au point par un Californien nommé Harvey Karman, qui avait dirigé un service clandestin d'avortement dans les années 1950. Le dispositif était composé de lames de rasoir recouvertes de gel formant une boule insérée dans l'utérus de la femme. Après plusieurs heures à température corporelle, le gel fondait et les 97 lames s'ouvraient, censées découper le fœtus, qui était alors expulsé. 9 de ces femmes ont souffert de complications et l'une d'entre elles a dû subir une hystérectomie après l'intervention, selon une étude publiée en 1974 dans le Health Service Reports. La même année, sans être inquiété outre mesure, le docteur Kermit Gosnell a ouvert la Women's Medical Society à Philadelphie.
Alors qu'il était décrit par le magazine L'Enquêteur comme un homme respecté de Philadelphie et qu'il était finaliste du prix Jeune Philadelphien de l'année, décerné par la ville, le Dr Gosnell avait en réalité une dette fiscale fédérale de 41 000 $ sur sa clinique à la fin des années 80. Cela l'a probablement motivé à attirer autant de clients que possible. La Women's Medical Society proposait des services de planning familial, des services gynécologiques et des avortements classiques, mais le bruit s'est rapidement répandu qu'il pratiquait sans hésitation des avortements tardifs. En matière d'avortement, comme pour les prescriptions, l'approche du Dr Gosnell était simple. Maintenir un volume élevé, réduire les dépenses et enfreindre la loi. C'était son avantage concurrentiel. La Pennsylvanie, comme d'autres États, autorise l'avortement légal dans un cadre réglementaire. Les médecins doivent, par exemple, fournir des conseils sur la nature de l'intervention. Les mineurs doivent obtenir le consentement parental ou judiciaire. Toutes les femmes doivent attendre 24 heures après leur première visite à la clinique afin de bien réfléchir à leur décision. Mais Gosnell ne respectait ces exigences que de manière très approximative. À la Women's Medical Society, la seule question qui importait vraiment était de savoir si vous aviez l'argent nécessaire. Trop jeune? Pas de problème. Vous ne vouliez pas attendre? Il proposait un service le jour même. Beaucoup de ses clientes étaient des patientes à faible revenu qui cherchaient désespérément à avorter au-delà de la limite légale de 24 semaines en Pennsylvanie. Le médecin facturait entre 1 600 et 3 000 $ pour chaque avortement tardif, ce qui lui rapportait apparemment jusqu'à 15 000 $ par jour. Malgré ses revenus considérables, la clinique était sale et le personnel n'était pas qualifié. Les femmes qui souhaitaient avorter recevaient des sédatifs et des médicaments provoquant le travail, puis étaient placées sur des toilettes pour accoucher. Le personnel récupérait ensuite le fœtus dans l'eau. Les salles de bain n'étaient nettoyées qu'une fois par semaine, alors que les patientes vomissaient dans les lavabos et accouchaient dans les toilettes. Les instruments n'étaient pas correctement stérilisés. Les fournitures médicales jetables n'étaient pas éliminées, elles étaient réutilisées encore et encore. Le matériel médical, tel que le défibrillateur, l'électrocardiographe, l'oxymètre de pouls, le tensiomètre, était généralement cassé. Même lorsqu'il fonctionnait, il n'était pas utilisé. La sortie de secours était fermée à clé. Les personnes qui dirigeaient cette clinique médicale frauduleuse ne comprenaient aucun médecin autre que Gosnell lui-même, ni même une seule infirmière. 2 de ses employés avaient fait des études de médecine, mais aucun d'entre eux n'était médecin agréé. Ils faisaient simplement semblant de l'être. Tout le monde les appelait docteurs, même si eux-mêmes, tout comme Gosnell, savaient qu'ils ne l'étaient pas. Parmi le reste du personnel, personne ne possédait de licence médicale ou de certification pertinente. Mais cela ne les empêchait pas de poser des diagnostics, d'effectuer des interventions et d'administrer des médicaments. Enfin, Tina Baldwin, une employée, avait proposé au Dr Gosnell d'embaucher sa fille de 15 ans comme membre du personnel. Elle devait travailler 50 heures par semaine, après l'école et jusqu'à après minuit, pendant lesquelles elle était exposée à toutes les horreurs de la pratique de la clinique. Au fil des ans, il y a eu beaucoup de plaintes concernant la Women's Medical Society, mais les autorités municipales n'ont procédé à aucune inspection. En fait, ce n'est que lorsque les autorités ont été informées de l'existence d'un trafic de médicaments sur ordonnance au sein de la clinique que les crimes horribles de Kermit Gosnell ont été révélés au grand jour. En juin 2008, le Dr Gosnell a commencé à prescrire illégalement des médicaments tels que l'oxycodone, l'alprazolam et la codéine à des patients qui n'en avaient pas besoin. Un flux constant de patients se présentait pendant les heures d'ouverture et, moyennant paiement, repartait avec des ordonnances d'oxycontine et d'autres substances contrôlées pour eux-mêmes et leurs amis. Le Dr Gosnell ne voyait pas ses patients, il ne se présentait même pas au cabinet pendant la journée. Il laissait simplement derrière lui des carnets d'ordonnances vierges et présignés et demandait à ses employés non qualifiés et non autorisés de s'occuper du reste. Ces fausses ordonnances rapportaient des centaines de milliers de dollars par an. Le médecin aurait facturé jusqu'à 150 $ pour la première ordonnance et 20 $ pour chaque renouvellement. En janvier 2010, il avait rédigé au moins 2300 de ces ordonnances. On l'a donc vu, il y en a eu des signaux d'alarme, mais aucun n'a incité le ministère de la Santé à se pencher sur le Dr Gosnell ou la Women's Medical Society. Ce n'est qu'après avoir reçu une information concernant cette usine à pilules que le FBI a effectué une descente à la clinique le 18 février 2010, et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert l'ampleur de ces pratiques d'avortement tardif. Et finalement, c'est après la publication de l'affaire dans la presse que le ministère de la Santé a décidé d'agir.
Soudain, il n'y avait plus d'obstacles administratifs, juridiques ou politiques. En quelques semaines, un ordre de fermeture de la clinique a été émis. Et à mesure que l'enquête du grand jury s'élargissait, les responsables du département ont fait appel à des avocats, engageant un cabinet juridique coûteux pour les représenter aux frais des contribuables. Mais s'ils avaient correctement effectué leur travail en amont, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais même cette absence de réaction du ministère de la Santé n'aurait peut-être pas été fatale. Une autre agence ayant autorité dans le domaine de la santé, le département d'État de Pennsylvanie, aurait pu, à elle seule, mettre fin aux agissements du Dr Gosnell. Alors que le ministère de la Santé réglemente les établissements, le département d'État, par l'intermédiaire de son conseil de médecine, délivre les licences et supervise les médecins à titre individuel. Et même quand les responsables du département d'État ont été confrontés à plusieurs reprises à des preuves concernant Gosnell, ils ont à chaque fois choisi de ne rien faire. Le docteur Gosnell a finalement été inculpé en 2011 pour 8 chefs d'accusation de meurtre, dont 1 pour Karnamaya Mongar et 7 pour la mort de nourrissons viables, ainsi que pour de nombreuses violations de la loi de l'État sur le contrôle de l'avortement. Le procès de Kermit Gosnell a révélé qu'il avait pratiqué des milliers d'avortements illégaux et potentiellement tué des centaines de bébés vivants. Le 15 mai 2013, 3 ans après le raid du FBI, le docteur Gosnell a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans la mort des bébés A, C et D, d'homicide involontaire dans la mort de Karnamaya Mongar et de 24 chefs d'accusation pour avoir pratiqué des avortements au-delà de la limite de 24 semaines et de nombreuses autres accusations. Le médecin déchu a finalement renoncé à son droit d'appel en échange d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour éviter la peine de mort. Le docteur Gosnell est toujours incarcéré à l'établissement pénitentiaire d'État de Huntington, en Pennsylvanie. Il a fait peu de déclarations aux médias depuis sa condamnation, mais il maintient une attitude de défi, affirmant qu'il n'a toujours agi que dans l'intérêt de ses patientes. 8 autres employés de la clinique, dont la femme de Gosnell, Pearl, ont également été condamnés pour diverses infractions, dont certaines pour meurtre. Cette affaire, véritable histoire d'horreur, est aussi devenue le symbole américain pour la lutte anti-avortement. Pour les militants, les groupes et les politiciens anti-avortement, cette affaire est devenue l'une de leurs armes les plus puissantes pour faire pression en faveur de l'interdiction de l'avortement, de la réduction des délais et du renforcement des restrictions imposées aux cliniques. Après son arrestation, le nom de Gosnell est immédiatement devenu un argument pour les républicains et les conservateurs qui estiment que le pays a besoin de lois plus strictes et d'une restriction des droits à l'avortement. Le gouverneur du Texas de l'époque, Rick Perry, a décrit l'affaire Gosnell comme « le réveil d'un géant endormi dans ce pays pour protéger les bébés ». Et dans de nombreux cas, cette rhétorique a semblé fonctionner. Au moment où Kermit Gosnell a été condamné en mai 2013, des lois plus strictes sur l'avortement avaient déjà été mises en place dans plusieurs États. L'Arkansas, par exemple, interdisant la plupart des avortements après 12 semaines et le Dakota du Nord après 6 semaines. Finalement, le 24 juin 2022, la Cour suprême abroge l'arrêt Roe vs Wade de 1973 et supprime le droit fédéral à l'avortement, ouvrant aux États la possibilité d'interdire l'IVG. Au total, 26 États américains auraient limité très durement ou ont interdit l'avortement dès l'abrogation de l'arrêté par la Cour suprême, ce qui a des conséquences sociales sur les femmes, notamment les plus démunies, les plus exposées, qui ne peuvent pas voyager dans d'autres États pour tenter de trouver une clinique pour avorter légalement. Mais c'est un débat qui mériterait une vidéo à elle seule. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!